Les travaux de la phase 2 du projet d'extension de l'Université de Bamako à Kabala sont terminés. L'infrastructure de cette bloc a été réceptionnée aujourd'hui par le Premier ministre. Ce don de la Chine est évalué à près de 30 milliards de francs CFA et va permettre d'assurer la formation d'un plus grand nombre de ressources humaines. Le Mali et la Banque mondiale s'engagent pour le financement de 2 nouveaux projets. Les accords ont été signés ce matin pour un investissement de plus de 188 milliards de francs CFA. Les 2 projets concernent la résilience urbaine de Bamako et le développement de la productivité agricole dans les zones arides du Mali. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement a pris des mesures face à la montée vertigineuse des prix des hydrocarbures sur le marché international. Ces mesures devraient permettre aux Maliens de mieux supporter le coût de ce produit indispensable au fonctionnement de l'économie. L'État a débloqué plus de 136 milliards de francs CFA pour l'opération. Dénouement heureux de l'affaire portée à l'espace d'interpellation démocratique EUD par Mme Diarra Oumou Trena Sidibé le 10 décembre dernier. La technicienne de surface au CSCOM de Caille Plateau a reçu ses dus qui s'élèvent à 1 640 000 francs CFA. L'infertilité chez la femme, c'est le sujet de Focus Santé. L'infertilité peut être liée à une pathologie appelée syndrome des ovaires polykystiques. Ces symptômes, irrégularité ou absence de règles, un taux élevé d'hormones masculines chez la femme, l'acné ou même l'obésité. On en parle en fin d'édition avec Barakissa Ouattara. Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Le ministre secrétaire général de la présidence a décoré cet après-midi 91 personnes parmi le personnel de la présidence et du secrétariat général de la présidence. Ces distinctions vont du grade de chevalier de l'ordre national au mérite national avec effigie Lion debout. Pour la porte-parole des récipiendaires, ces médailles sont une marque de reconnaissance de la nation. Reportage Mamarikoni. Cérémonie certes modeste mais pleine de signification car elle consacre la reconnaissance de la nation à ses filles et fils. Elles sont au total 91 personnes à avoir été décorées par le président de la République pour services rendus à la nation avec efficience, dévouement et initiative créatrice dans des domaines divers et variés. Au niveau de la présidence de la République, 44 personnes ont été élevées au grade de chevalier de l'ordre national, alors que 10 l'ont été au niveau du secrétariat général de la présidence. 37 personnes ont été décorées de la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. Les récipiendaires parlent d'un privilège incommensurable de servir la nation auprès d'un homme d'État panafricain convaincu tel que le colonel Assimi Goïta. Au nom de l'ensemble des récipiendaires, je voudrais adresser mes sincères remerciements à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour l'honneur qu'il nous a fait en nous décernant ces médailles qui sont une marque de reconnaissance de la nation tout entière envers nos modestes personnes. Ces distinctions sont plus qu'un témoignage de confiance des plus hautes autorités. C'est également une lourde responsabilité dont nous mesurons l'ampleur. C'est pourquoi, malgré les défis et les épreuves, nous devons, chacun en ce qui nous concerne, dans nos comportements de tous les jours, faire preuve d'exemplarité. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a saisi cette occasion pour rappeler les efforts consentis par nos dévanciers qui ont tout donné pour la construction de notre pays. Au nom de son Excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les distinctions que vous venez de recevoir doivent, au-delà de leur apparat, vous servir de repère en mesure d'engendrer une vague d'émulation autour de vous ainsi que dans votre environnement socio-professionnel. Cet effet d'entraînement sera sans conteste le tremplin de l'émergence de nouvelles ressources humaines de qualité prêtes à fortifier par leur accompagnement. Il s'agit d'un accompagnement patriotique. Les initiatives prises par l'État, surtout en cette période d'épreuve pour notre pays, résolument engagé dans la refondation de ses institutions et de son système de gouvernance et pour laquelle nul ne doit rester en marge. Il a par ailleurs lancé un appel à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être retenus cette année. Il les a invités à persévérer dans l'effort pour qu'ils soient un jour récompensés.
Plus de 70 personnes ont été élevées au grade du mérite national avec effigie lion debout de chevalier de l'ordre national et d'officier de l'ordre national. C'était à la primature. Voyons tout cela avec Fousseni Tunkara. Notre pays, à travers la grande chancellerie des ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Gueye, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux du Mali, décortique la symbolique de la remise de médailles, objet de cette rencontre. Aujourd'hui, le mérite est récompensé, magnifié par une médaille, symbole de la reconnaissance de la nation. La cérémonie de remise de décoration dans l'ordre national du Mali est ainsi devenue une pratique vieille de plusieurs décennies déjà de notre État. Les distinctions décernées à cette cérémonie par la primature au nom du président de la transition sont de 3 sortes. Il s'agit de la médaille d'officier de l'ordre national, dont les 5 premiers récipiendaires sur une vingtaine ont reçu les lettres des mains du chef du gouvernement. Ceux élevés au grade de chevalier de l'ordre national ont été décorés par le directeur de cabinet de la primature. Le 3e lot de travailleurs décorés a été porté au grade du mérite national avec effigie lion debout, remis par le secrétaire général du gouvernement. Nous y voyons également dans la cérémonie de ce matin une invite à persévérer, un encouragement à redoubler d'efforts. C'est une grande responsabilité, un contrat moral de se hisser et de demeurer à hauteur de mission. Et nous faisons le serment, Monsieur le Premier ministre, de continuer à servir l'État du Mali avec engagement, avec dévouement, avec professionnalisme. Le Premier ministre chef du gouvernement, pour justifier la tenue de cet instant de portée patriotique, s'est appuyé sur une pensée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Président de la transition, chef de l'État, a toujours répété, je cite, « Par la force des choses, nous sommes tous des acteurs de ce Mali nouveau qui se dessine. Sur les cendres des erreurs du passé. Nous devons donc être à la hauteur des enjeux actuels afin de mériter de notre chère patrie. Vouloir changer le Mali, c'est changer à prime abord le Malien lui-même. » Fin de citation. C'est dans ce contexte qu'ont été effectuées les présentes distinctions. Avec l'avènement du Malikoura, mesdames et messieurs, fini les déclarations fantaisistes et de complaisance. Une photo de famille pour la postérité et un cocktail offert par la primature ont mis fin à cette journée de reconnaissance du mérite. À suivre après ce journal l'intégralité de la cérémonie de décoration qui s'est tenue à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Inauguration ce jour dans la commune de Kalabanko, région de Koulikoro, de la phase 2 du projet d'extension de l'université de Bamako à Kabala. Pour un coût de près de 30 milliards de francs CFA, 7 blocs ont été érigés sur le site de la deuxième phase. Un don de la Chine pour la formation des ressources humaines maliennes et aussi pour relever le défi d'infrastructure. C'est le Premier ministre qui a coupé le ruban en présence de nombreux membres du gouvernement et d'ambassadeurs. Nyanya Loutraouri. Le savoir au service du développement. Ces infrastructures mises à la disposition des étudiants maliens corroborent bien cet esprit. Les autorités sont dans la dynamique de permettre aux filles et aux fils maliens d'être à égalité avec leurs camarades de la sous-région sur tous les plans. Et cela commence par une éducation de qualité. Les infrastructures sont au cœur de notre stratégie. Les projets de construction de nouvelles universités à Gao, Tombouctou et Sikasso, ainsi que du pôle technologique à Kati, sont une preuve de l'attachement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et du vôtre à un environnement de travail serein pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs. Nous avons aussi compris qu'il ne suffit pas de construire des bâtiments. Il nous faut former et recruter des enseignants-chercheurs de qualité et prêts à servir la nation. Fruit de la coopération sino-malienne, les 7 blocs érigés au compte de la phase 2 du projet d'extension de l'université de Bamako à Kabala ont coûté près de 30 milliards de francs CFA aux partenaires chinois. Le projet d'extension de l'université de Bamako
à Kabbalah phase 1 et phase 2 est le plus grand projet d'aide chinoise dans le domaine d'infrastructures éducatives en Afrique de l'Ouest. Si l'on considère que l'éducation porte l'espoir du décollage d'un pays, l'on pourra croire que l'infrastructure éducative est la piste pour ce décollage. Nous souhaitons sincèrement que le campus universitaire de Kabbalah puisse jouer pleinement le rôle de la piste en formant un grand nombre de talents de haute qualité pour la société malienne afin de promouvoir le développement du Mali et son décollage économique. C'est un corps professoral heureux qui s'est paré de sa toge pour accueillir ces nouvelles bâtisses, tout comme d'ailleurs les étudiants qui promettent de relever le pari de la réussite. Nous remercions d'abord les autorités. Cette deuxième phase de Kabbalah va nous permettre d'apprendre dans de bonnes conditions. Quelle promesse faites-vous au gouvernement? C'est de s'engager dans les études, de s'engager pour que le Mali puisse vraiment être développé, et ça grâce à la jeunesse intellectuelle. Donc le message que je lance à mes camarades, c'est surtout de prendre bien soin de ces bâtiments, parce qu'il y a la postérité qu'il faut prévoir. Un hommage appuyé a été rendu au professeur Feu Idrissa Diakité, enseignant-chercheur. Quant aux doléances du maire de la commune de Kalamankoro concernant l'accessibilité des lieux, le ministre rassure Amadou Keïta de préciser que le projet de la route du savoir est bien inscrit dans le budget 2023 du gouvernement. La visite des lieux a été l'occasion de signer une convention avec la Chine. Elle a aussi permis au Premier ministre de dévoiler la stèle de l'infrastructure. La construction de cette université, qui est l'œuvre de plusieurs générations d'hommes politiques, de ministres, de présidents, d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, est la caractéristique même de ce que le président de la transition a édicté. Je voudrais à cette occasion saluer toutes les populations de tous les villages environnants. Je voudrais aussi saluer naturellement les différents ambassadeurs de Chine, et Dieu a fait que la construction est couronnée par la présence de notre ami à côté, tous les ministres de l'enseignement supérieur et aussi les différents chefs d'État qui ont incarné l'autorité au Mali. La Chine est un partenaire particulier, fiable, solide et qui coopère honnêtement sans chercher à s'ingérer dans nos affaires. Et vous avez vu depuis 1960, les présidents ont passé, les régimes politiques ont passé, la politique de la Chine est restée la même. C'est la politique du peuple chinois vis-à-vis du peuple malien. Je voudrais aussi dire aux professeurs et aux élèves que le matériel et les bâtiments demandent une prise en main. C'est un véritable joyau architectural, mais aussi il y a les équipements technologiques qui ont besoin d'entretien. La réussite de cette université dépend en grande partie de ce qu'en feront les professeurs et les élèves. Le peuple chinois et le peuple malien sont la main dans la main pour l'éternité. C'est désormais en présence de ces figures emblématiques de la culture et du savoir malien que les étudiants devront dorénavant relever le défi du développement et de l'excellence. Vous le savez certainement, la 26e édition de l'espace d'interpellation démocratique et idées s'est tenue le samedi 10 décembre au CICB. 334 dossiers étaient inscrits pour cette édition. Parmi eux, celui de Diara Oumou-Trinan Sidibé, technicienne de surface au CESCOM de Caille Plateau. Son interpellation a suscité la réaction instantanée et ferme du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. En son nom, son époux Mohamed Lamine Diara a reçu des mains du gouverneur de la région de Caille ses dûs qui s'élèvent à 1 640 000 francs CFA. Balkissa Sadibou Chérifa Idara nous fait le point avec le concours de Moriba Keïta. Ne be baara kɛ Kayi plateau CESCOM na
Je travaille au CESCOM de Caille Plateau depuis son ouverture il y a 12 ans. Au départ, je devrais être payé à 47 000 francs CFA. Compte tenu des difficultés liées au démarrage effectif des activités du CESCOM, ils m'ont proposé la somme de 35 000 francs CFA, tout en me promettant de payer mes arriérés une fois que tout sera rentré dans l'ordre. J'ai accepté, mais au bout de 3 mois, je ne recevais plus mon salaire comme il se doit. Je pouvais faire 5 mois consécutifs sans être payé. J'ai donc dû faire recours à la justice et malgré que celle-ci ait tranché en ma faveur, mes efforts pour obtenir mon argent sont restés vains. Je demande que justice soit faite. En application de la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous prenons l'engagement que Mme Diarra recevra la totalité de ses droits financiers le lundi au plus tard à midi. Comme le dirait l'autre, chose promise, chose due. Sur instruction ferme du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en réaction à l'interpellation du Diarra Oumoutrena Sidibé lors de la 26e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID, le gouverneur de la région de Caille a remis ce lundi 12 décembre 2022 à 11h30 à l'époux de la technicienne de surface du CESCOM de Caille Plateau la totalité de son 1 640 000 francs CFA. Nous venons de remettre ces montants-là à son époux parce que madame elle-même n'est pas encore arrivée de Bamako après la tenue de l'espace d'interpellation démocratique le samedi dernier. Après avoir reçu ce qui revient de droit à son épouse, Mohamed Lamine Diarra n'a pas caché sa satisfaction. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Mes salutations les plus sincères vont à l'endroit du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à l'ensemble du gouvernement de transition, au médiateur de la République et l'ensemble des autorités de la région de Caille avec à leur tête le gouverneur. J'invite mes concitoyens à faire confiance au médiateur et à son initiative qu'est l'EID. Pour cette remise d'enveloppe à M. Diarra, le gouverneur de la région de Caille avait à ses côtés le préfet du cercle de Caille et le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Caille. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, le médiateur de la République du Mali adresse ses félicitations et ses vifs remerciements à M. le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement pour le traitement diligent réservé au dossier de Mme Diarra. Les techniques de cassation sont au centre d'un atelier d'échange d'expérience entre les magistrats des cours suprêmes du Mali et du Sénégal. Le compte rendu avec Fademba Keita. La mission de la Cour de cassation est de vérifier si les tribunaux et cours d'appel de l'ordre judiciaire ont correctement appliqué la loi. Pour le secrétariat général de la Cour suprême du Mali, l'atelier avec les homologues magistrats du Sénégal est un espace d'échange d'expérience sur les techniques de cassation et leurs applications par les deux hautes juridictions. Des institutions qui ont pour attribution essentielle unifier et contrôler l'interprétation des lois. Nous avions un moment déploré l'absence de formation continue. Nous avons également déploré la non-maîtrise de certains sujets de droit par nous-mêmes professionnels du droit. Donc la possibilité qui est offerte aux citoyens de faire examiner par cette haute juridiction son cas. Et maintenant, ça c'est le pourvoi. Maintenant, si ce dossier est amené devant la Cour suprême, l'ensemble des procédés, l'ensemble des outils, l'ensemble des techniques, des façons de faire, les manières que les magistrats de la Cour suprême utilisent pour examiner ces cas, pour dire les droits ou rectifier si le droit n'est pas bien dit, c'est ce qu'on appelle les techniques de cassation. Et maintenant, ces techniques de cassation ne sont pas maîtrisées d'office. L'accompagnement de la Cour suprême du Sénégal permet aux participants de se familiariser avec leurs nouveaux outils par la maîtrise de certaines thématiques de la technique de cassation. Il ne faut pas se le cacher. La technique de cassation telle que nous la pratiquons est réputée difficile. J'ai entendu maintes fois des magistrats expérimentés
nouvellement affectés à la Cour suprême faire état de leurs difficultés à s'adapter à leurs nouvelles fonctions. Le juge de cassation a sa terminologie, il a ses rites, il a ses méthodes. Si l'expérience acquise auprès des juridictions de base est importante pour bien exercer le rôle du juge de cassation, elle n'est pas suffisante. Au niveau justement de la Cour suprême, le juge justement de cassation met en œuvre justement des moyens de cassation. Ces moyens de cassation sont bien sûr limitativement énumérés dans la loi organique. Et la loi organique n'explique pas dans les détails ces moyens de cassation qui permettent justement au juge de cassation, en tout cas, de vérifier la conformité justement des décisions des juges du fond, c'est-à-dire des juges inférieurs, la conformité de leurs décisions au droit. Les échanges se font sous forme de débats sur le contrôle du juge de cassation. Contrôle narratif, contrôle disciplinaire, les arrêts, la recevabilité du pourvoi en cassation. Cela sert aux membres des 6 chambres qui composent la Cour de cassation, les 3 chambres civiles, les chambres commerciales, sociales et criminelles de bien jouer leur rôle. Les assises nationales de la refondation ANR ont eu lieu il y a 1 an, occasion pour le comité indépendant de suivi et évaluation de ces assises de faire le point de l'évolution de la matérialisation des recommandations. Pour plus de détails, écoutons le coordinateur général, Maître Amadou Théoulé Diarra. Il est interrogé par Abdul Karim Kaba. Ça nous permet de regarder le rétroviseur pour savoir ce que nous-mêmes nous avons fait, notre propre parcours, et en même temps pour savoir effectivement si ce qui a été demandé par le peuple malien est en train d'être réalisé. Et donc, c'est aussi le moment le plus important de voir si le gouvernement en fait preuve de bonne foi en réalisant certaines recommandations, même si par ailleurs effectivement la rencontre officielle entre le corps et nous doit avoir lieu la semaine prochaine. Donc concrètement, c'est un souvenir, c'est, si vous voulez, un devoir de se remémorer. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui a été fait et puis pour mobiliser des milliers et des milliers de Maliens, notamment nos parents qui sont dans les campagnes, il faudrait que leur volonté soit mise en œuvre pour leur permettre de savoir qu'il y a effectivement une gouvernance dans le pays aujourd'hui. Plus de 188 milliards de francs CFA, c'est le montant de 2 accords de financement de projets signés ce matin entre la Banque mondiale et le Mali. Il s'agit du projet de résilience urbaine de Bamako et du projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides du Mali. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l'Économie et des Finances. Reportage Noufom Sissoko. La signature de ces 2 accords par le ministre de l'Économie et des Finances et la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali consacre d'une part le financement du PRUBA, projet de résilience urbaine de Bamako pour un montant de plus de 168 milliards de francs CFA, et d'autre part le financement additionnel à hauteur de 20 milliards de francs CFA du PEDASAM, projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides du Mali. Le projet de résilience urbaine de Bamako, PRUBA, a pour objectif d'améliorer la résilience urbaine et les conditions de vie des communautés de Bamako, soit 1 500 000 de bénéficiaires directs, sont donc une majorité des ménages vulnérables. 2 usines de traitement de bouées fécales seront construites pour remédier à l'absence actuelle de tout système d'assainissement approprié à Bamako. L'objectif du PADSAM est d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones arides ciblées et d'améliorer la capacité du bénéficiaire à répondre efficacement à une crise. Les activités au projet ciblent les pauvres et les personnes vulnérables, y compris les femmes, les jeunes et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ces accords de financement marquent un regain dans la coopération entre le Mali et l'institution de Bretton Woods, selon la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. La coopération entre le Mali et la Banque mondiale a toujours été certes dynamique et assurément emblématique
du partenariat stratégique voulu entre les deux parties. La signature de ces deux accords de financement et la matérialisation des priorités des plus hautes autorités en adéquation avec le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable pour la période 2019-2023. Ces accords de financement constituent l'aboutissement d'un long processus de travail concerté entre les équipes techniques du gouvernement malien et de la Banque mondiale, à en croire la directrice des opérations de la Banque mondiale dans notre pays. Suite de notre série de dossiers sur la vie chère. Face à la montée vertigineuse des prix des hydrocarbures sur le marché international, le gouvernement a pris des mesures dans le cadre de la fixation des prix. Ces mesures devraient permettre aux Maliens de mieux supporter le coût de ce produit indispensable au fonctionnement de l'économie. Plus de 136 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État pour l'opération. Le dossier est signé à Luceni Touré. Les événements sociopolitiques de 2020 suivis des sanctions décrétées par la CEDEAO et l'UEMOA, la crise sanitaire de 2020 et tout récemment la situation russo-ukrainienne sont autant de raisons qui ont abouti à l'augmentation exponentielle du prix des denrées et en particulier celui des hydrocarbures. L'État malien a renoncé à plus de 136 milliards de francs CFA pour conforter le pouvoir d'achat des citoyens et préserver les marges bénéficiaires des opérateurs pétroliers. Mais comment concrètement cela s'opère-t-il? Pour permettre la continuité de l'approvisionnement et la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs, donc face à cette crise, le gouvernement a pris quelques initiatives qui sont entre autres le maintien des prix à la pompe des produits, la rénonciation à une bonne partie des droits et taxes au cordon douanier, la négociation de partenariat avec les pays amis dans des conditions très acceptables, la facilitation des opérations de transit au niveau des ports des pays amis. Enfin, il y a le processus de centralisation des achats en perspective. L'Office est assisté dans cette tâche par la Direction nationale de l'énergie et les représentants des opérateurs pétroliers. Les dispositions prises par l'État du Mali pour contenir la flambée des prix se basent surtout sur la montée des prix, est basée surtout sur la réduction de sa marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire de l'État et la marge bénéficiaire des opérateurs et des importateurs de produits pétroliers. Donc l'État renonce vraiment à une partie du douanement des hydrocarbures et les importateurs aussi vraiment renoncent à leur marge bénéficiaire. Donc ce sont ces dispositions-là que l'État a prises pour pouvoir contenir la montée des prix des hydrocarbures. La fixation des prix des produits pétroliers est loin d'être facile. Elle obéit à des principes bien définis. Nous avons une commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances ou de son représentant. Donc la commission se réunit tous les mois à l'ONAP ici pour analyser les paramètres relatifs au prix sur le plan international. Et donc c'est ce qui nous permet de procéder à des variations de prix et que nous diffusons pratiquement tous les mois. La fixation de ces prix se passe selon la structure des prix qui est déjà élaborée mensuellement par axe d'importation, parce qu'il y a beaucoup d'axes d'importation et les distances des axes diffèrent. Par exemple, on a fonctionné par axe d'importation, il y a des carbone qui viennent de Ghana, la provenance du Ghana, provenance du Gambie, provenance d'Accra, provenance du port de Cotonou. Vous voyez, les distances ne sont pas les mêmes. Donc si on essaie d'appliquer le taux, il y a des distances qui sont plus longues que d'autres. Donc on essaie de diminuer là où les distances sont plus longues. L'État joue sur ça pour que les distances qui ne sont pas longues soient dans le même cadre, harmonisées pour avoir un prix pour pouvoir vraiment satisfaire les besoins de la population. Cependant, il est difficile de prévoir les fluctuations du marché international, encore moins quand il s'agit du secteur des hydrocarbures.
C'est pourquoi, malgré notre insistance à débusquer une bonne nouvelle relativement à une baisse prochaine des prix, nos interlocuteurs sont restés dans leur posture de prudence. Aujourd'hui, la volatilité du marché est telle qu'il est extrêmement difficile de prévoir l'évolution des prix fournisseurs, étant donné qu'on vit dans un environnement global sur le plan géopolitique qui est très instable. Selon une étude de la Banque mondiale, à partir de 3% et plus, s'il y a hausse, effectivement, les prix, on augmente le prix, mais s'il y a baisse, à partir de ça aussi, les prix aussi baissent. Donc, actuellement, la baisse du coût, ça va dépendre de la fluctuation sur le marché international. Si pour le moment, les prix sont restés quelque peu stables, du moins au niveau national, les observateurs scrutent les réglages possibles au niveau des événements ayant entraîné la montée des prix. Les sanctions économiques et financières sont désormais derrière nous. Le taux de contamination du Covid-19 reste faible. Il reste l'autre grande inconnue qu'est la situation russo-ukrainienne. La cérémonie de lancement de la semaine dédiée aux forces de défense et de sécurité pendant le mois de lutte contre le sida a eu lieu ce matin sur la place d'armes du génie militaire. Le thème retenu pour cette semaine est VIH, conflits armés. Ibrahim Kao Konaté et Abdoulaye Diarra. La deuxième semaine du mois de décembre, mois de lutte contre le sida, est entièrement dédiée à nos forces armées et de sécurité. Elle a pour objectif de sensibiliser les militaires, paramilitaires, leurs ayants droit et les populations environnantes des camps militaires à se faire dépister du VIH-Sida. À l'occasion de cette semaine de lutte contre le sida, des activités de prévention contre le VIH-Sida auront lieu dans 14 garnisons du Mali pour mettre en avant la thématique VIH et conflits armés. Selon les données de l'ONU-SIDA, en temps de paix, les forces armées et de sécurité constituent un groupe particulièrement exposé au risque d'infection, aux maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH. En période de conflit, le taux d'infection par les maladies sexuellement transmissibles dans les populations civiles peut être multiplié par 50 au sein des forces armées. Des activités de dépistage, des soins et des charges virales dans tous les centres de dépistage sont au programme. Grâce à l'appui de la MINUSMA et d'autres partenaires techniques et financiers, plusieurs centres de dépistage ont été rénovés. Le président de la transition, chef de l'État, le chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, nous a toujours instruit d'inscrire l'homme au centre de toutes nos activités et de toutes nos actions. Donc, de mettre le militaire et sa famille au centre de nos préoccupations, en prenant en compte, entre autres, leur santé, qui est un facteur très important, indispensable et incontournable dans toute activité humaine. Il devient alors indispensable aujourd'hui de prendre en compte la pandémie du VIH-Sida comme un des problèmes majeurs que l'on doit traiter dans une situation de crise. La cérémonie a pris fin par la présentation du sketch de sensibilisation sur le VIH-Sida du comédien Kariboroba Koulibaly et la prestation de l'artiste Geneviève sur la maladie. La DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, a tenu ce matin sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Le mois de novembre a été beaucoup plus mouvementé comparativement à octobre en termes d'opérations. Le point de la conférence avec Abdoulaye Sako et Aboubakar Traoré. Au mois de novembre, tout comme depuis quelque temps, les terroristes fuient les affrontements. C'est là face à l'offensive menée par les FAMA sur le terrain. De manière désespérée, selon le directeur de la DIRPA, il procède maintenant à la pose des engins explosifs improvisés dans différentes localités du pays, faisant ainsi des victimes. Malgré cet état de fait, l'armée poursuit son offensive et engrange des victoires. En termes de neutralisation des terroristes, nous avons pour le mois de novembre 62 contre 133 pour le mois dernier. En termes d'interpellation, nous n'avons pas eu d'interpellation le mois de novembre contre 122 le mois dernier.
Et on a récupéré 9 motos ce mois contre 60 le mois dernier. En termes d'armement, on a récupéré 9. Et en termes de pose EI, donc il y a 6 engins explosifs improvisés qui ont été récupérés contre 10 le mois dernier. Et il y a 3 bases terroristes qui ont été détruites le mois de novembre contre 7 le mois d'octobre. Et en termes de pertes en vies humaines côté FAMA, le mois dernier, le mois de novembre, on a enregistré 9 contre 0 au mois d'octobre. Et en termes de blessés militaires, on a enregistré 8 contre 10 le mois dernier. Face aux allégations de violation des droits humains imputées au FAMA, le conférencier du jour tranche net et demande surtout la vigilance des hommes des médias. À Bouré, quand on dit vers Kona, il y a des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux pour dire que les FAMA ont arrêté 41 personnes et un supplétif, disons, un soi-disant supplétif russe a égorgé une trentaine. Et moi, je pense que cela dépasse l'entendement. Toutes ces communications sont de nature à mettre les Maliens dos à dos et à créer la zizanie au sein de la population. Il y en a beaucoup. Et quand on regarde un peu les réseaux sociaux, on se rend compte que par endroits, il y a l'ébullition. Mais toujours, les Maliens arrivent à contenir ces intox, ces désinformations. Et c'est important qu'on le sache. Et c'est important aussi que vous puissiez sensibiliser la population pour qu'on puisse éviter ce que nos anciens amis veulent nous imposer en termes de déstabilisation, en termes de mise en cause de cette montée en puissance des forces armées qui est indéniable de nos jours. Aux questions des confrères sur les conditions dans lesquelles se font les récoltes dans les zones agricoles, le directeur de la DIRPA rassure. Selon toujours le colonel Souleymane Dambélé, pour la première fois depuis près de 10 ans, tout se passe dans de bonnes conditions. 881 téléphones portables viennent d'être offerts au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille par l'UNICEF. Ce lot va aider à remonter les données relatives aux violences basées sur le genre, VBG, le compte-rendu de Batraouri. C'est un appui de taille que le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille reçoit de l'UNICEF. Un lot de téléphones portables est offert au département pour l'aider à véhiculer toutes les informations nécessaires dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Les 881 téléphones mobiles intégrant l'application Men Engage, qui sont au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, pour les comités d'éveil, nous permettront d'améliorer ensemble la prévention des cas, la référence, la gestion des cas et la collecte de données en vue de mieux protéger les filles, les garçons, les femmes et aussi quelquefois les hommes. La collaboration entre le ministère en charge de la femme et de l'enfant et l'UNICEF est vieille de plusieurs années. L'action du jour est donc une confirmation de ces partenariats. Permettez-moi de remercier spécifiquement l'UNICEF pour l'appui constant qu'il apporte pour la cause des femmes et des enfants du Mali. Je voudrais rassurer l'UNICEF que mon département fera un suivi régulier afin que bon usage soit fait des téléphones. Le bon usage de ces matériels est la consigne donnée au cadre du département par le ministre Wadidia Koulibaly. Lancement ce lundi à Sibi du projet Appui ciblé pour terres irriguées et opportunités pour la nutrition. Envoyé spéciaux à Sibi, Mamadou Fane à Loubekoni. La place de l'irrigation prend de plus en plus une importance dans le rendement agricole de nos producteurs. Les changements climatiques aussi obligent ainsi les autorités de la transition à renforcer cette technique pour faire face aux besoins alimentaires des populations. Le lancement ce lundi à Sibi du projet Action, appui ciblé pour terres irriguées et opportunités pour la nutrition est donc une réponse aux défis face aux effets des changements climatiques. À travers cette cérémonie, notre rêve devient finalement une réalité, car depuis fort longtemps, nos populations sont à la recherche d'une telle opportunité. Avec les changements climatiques,
l'agriculture pluviale devient souvent incertaine. Alors donc, la maîtrise de la production passe par la maîtrise de l'eau, les aménagements. Donc, qui va aménager 77 ouvrages, qui va aménager 70 périmètres maraîchers pour les femmes, et en tout cas qui va procéder aussi au renforcement des capacités des différentes directions du développement rural et du ministère de l'Environnement. Le projet va construire aussi des pistes rurales pour permettre de joindre les zones de production aux zones de consommation. Le projet va aussi doter les différents villages en magasins pour permettre le stockage de la production. Avec une enveloppe de plus de 22 milliards de francs CFA financée par l'Allemagne, le Canada et une contribution du gouvernement malien, le projet Action vise à augmenter les revenus, à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à renforcer la résilience des populations contre le changement climatique. L'expansion de l'agriculture irriguée y propose une solution et contribue à la fois trois objectifs en faveur de la population rurale. L'une des missions assignées au ministère du Développement rural est d'assurer l'accroissement de la production et de la productivité agricole, concourant à l'amélioration du cadre de vie des producteurs agricoles, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Ce projet s'inscrit en droite ligne du programme national d'irrigation de proximité adopté en mars 2012 en vue d'optimiser le potentiel économique du sous-secteur de l'agriculture. Le projet Action sera mis en œuvre par la Direction nationale du génie rural pour une durée d'exécution de 6 ans. Il couvre les régions de Kaye, Koulikoro et Mopti. 48 millions de francs CFA, c'est le coût global de 4 adductions d'eau dans la commune rurale de Koumantou, région de Bougouni. Suivez la cérémonie d'inoculation avec nos envoyés spéciaux Batraouré et Tayeb Adiaouyakoui. La joie pour les habitants du quartier Soukourani de Koumantou, ville située à mi-parcours entre Bougouni et Sikasso. Cette population a désormais accès à l'eau potable grâce à l'effort combiné de l'ONG Direct Aid et de certains ressortissants de la localité, en l'occurrence le général à la retraite de la Sine-Koni. Un forage équipé de châteaux d'une capacité de 20 000 litres va desservir la population en eau potable. La générosité du donateur s'est étendue à d'autres villages de la commune comme Soudoula, Zandogola et Djissan. Ces deux derniers villages cités bénéficient chacun d'un forage à pompe manuelle. Les femmes sont fatiguées. Chez nous, prendre de l'eau avec les ânes et les chameaux, ce n'est pas toujours très pratique. Donc c'est les femmes qui prennent de l'eau encore sur la tête. C'est inimaginable au moment où nous sommes à ce stade de développement, c'est inimaginable. Donc ce château-là est nécessaire ici, c'est le seul dans ce grand quartier. Je remercie infiniment le projet Direct Aid. Vraiment, la réussite de l'eau potable, ça a été une grande opportunité pour nous les gens de Soudoula. On est ravis. Ces adductions d'eau qui sont financées par l'ONG Direct Aid pour un montant de 48 millions de francs CFA seront d'un grand apport pour la population de la localité et son cheptel. Ces données interviennent dans les cas sociaux parce que l'ONG Direct Aid intervient en ces matières au Mali depuis plus de 3 décennies. Au Mali, nous sommes là pour s'arrêter près de l'autorité malienne à assumer l'eau potable au village, au l'endroit où la SOMAGEF est faible là-bas. Cet appui à l'effort du gouvernement est bien apprécié à Koumantou. L'eau, c'est la source de la vie. Donc il n'y a pas de vie sans eau. Et au nom des plus hautes autorités du Mali, nous remercions les donateurs qui est l'ONG Direct Aid et nous invitons les bénéficiaires qui sont la population de Koumantou à prendre soin de ces châteaux d'eau. Conscientes de l'importance de ces ouvrages, les populations comptent s'organiser au mieux pour leur entretien. L'Institut des Frères du Sacré-Cœur a 50 ans au Mali. Ce jubilé d'or délocalisé à 100 été célébré avec faste et c'est la cathédrale Notre-Dame de Lourdes qui a servi de cadre à l'événement. Nous faisons le point avec notre correspondant Drissa Kone à 100.
1972-2022, cela fait 50 ans que les frères du Sacré-Cœur ont déposé leurs valises au Mali. Ce jubilé d'or délocalisé à 100 est célébré avec faste. Ils sont venus de l'intérieur du Mali et des pays environnants pour magnifier leur gratitude à l'Institut. J'ai eu mon CEP. La suite de mes études était entre parenthèses. C'était en 80. Heureusement que les frères du Sacré-Cœur sont venus à Dobo ouvrir un second cycle. Sinon, toutes les portes étaient fermées pour nous autres. Ce cinquantenaire est très important pour nous et qui signifie un nouveau départ. Comme le disait Monseigneur, il a même évoqué le nouveau projet. Donc, ce qui veut dire que nous avons fait l'essentiel, mais il reste encore à faire pour que quand même le Mali, comme il a dit, relève les défis surtout de la sécurité, de l'éducation. Donc nous avons vraiment un très grand rôle à jouer dans ce nouveau Mali-là. Ce cinquantenaire est couplé à la grâce des 25 ans du frère Prosper Togo et au vœu perpétuel des 4 frères, dont 2 Maliens et 2 Togolais. Le vœu perpétuel, c'est un engagement définitif dans la congrégation des frères du Sacré-Cœur. Il y a un temps de cheminement de 6 ans et après les 6 ans, tu prends la décision de t'engager définitivement dans l'Institut des frères du Sacré-Cœur. C'est ce que nous venons de faire. Ce moment d'action de grâce s'est déroulé en 3 étapes. Tout d'abord, les religieux ont procédé à la méditation de la parole de Dieu, lecture, l'évangile et l'hémogénie. Cette action est suivie de la profession religieuse et d'appel des prophètes et d'interrogation de ces derniers et de la communauté. Et enfin, la remise des insignes de la profession et accueil des prophètes dans l'Institut. La célébration eucharistique est suivie de l'action de grâce pour remercier Dieu. On clôt la cérémonie. Point Covid. Ce 12 décembre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 188 tests réalisés, 0 patient guéri, 1 décès. Actuellement, 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Irrégularité ou absence des règles, un taux élevé d'hormones masculines chez la femme, l'acné ou même l'obésité. Voilà quelques symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, une pathologie responsable de l'infertilité chez la femme. Ces causes ne sont pas totalement connues, mais pourraient combiner des facteurs génétiques et environnementaux. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le sujet de Focus Santé avec Baraki Sawatara, Omar Traoré. Du haut de ses 23 ans, Mariam Sissoko mène aujourd'hui un combat contre le syndrome des ovaires polykystiques, une maladie diagnostiquée chez elle à l'âge de 21 ans. La maladie était très mal connue. On disait, d'après les recherches que j'ai faites, que ça touche une femme sur 10. Et j'ai une bonne dizaine de femmes dans ma famille. Beaucoup de personnes ne la connaissaient pas, ma famille ne connaissait pas cette maladie et beaucoup des praticiens que j'ai rencontrés au cours du processus de traitement ne connaissaient pas la maladie. Aujourd'hui, elle n'est pas à l'hôpital pour une consultation, mais pour un objectif qu'elle s'est fixé depuis 2 ans. Engagée dans l'association Hope and Smile, elle a initié un programme dénommé Souriez SOPK Girls afin de faire connaître la maladie et accompagner les femmes qui en souffrent. Nous avons initié le programme Souriez SOPK Girls afin de faire connaître cette maladie à la population, aux parents des personnes qui portent la maladie et également pour que le personnel de santé puisse bénéficier de toutes les formations que nous allons faire durant le programme. Et jusqu'à présent, la cause du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas clairement établie. Cette pathologie, quand on essaie d'expliquer, elle serait due initialement à une hyperactivité des cellules técales folliculaires avec une augmentation de la synthèse d'androgènes. Ces androgènes vont indirectement entraîner l'augmentation de l'entrée en croissance des follicules, des petits follicules en croissance. Il n'y a pas de prévalence fixe au Mali, mais tout porte à croire que le syndrome des ovaires polykystiques fait partie des principales causes de l'infertilité chez la femme. Ces signes sont assez révélateurs. Sur le plan clinique, ce qu'on appelle l'examen clinique, qui va détecter si la femme fait des troubles du cycle. Ça, c'est la partie clinique en première position, qu'on appelle l'anovulation, la dysovulation, encore en français simple, l'irrégularité du cycle menstruel, aménorrhée ou spanioménorrhée, c'est-à-dire la femme qui ne va pas à ses règles tous les 28 jours, soit elle fait 35 ou 45 jours, elle ne va pas à ses règles, ce qu'on appelle spanioménorrhée. L'acné et l'obésité constituent également des symptômes du SOPK.
Il y a l'hyperandrogénie clinique ou biologique. Cette hyperandrogénie clinique et ou biologique peut se manifester comment? Cliniquement, l'hirsutisme, ou encore d'autres signes, l'acné au niveau du visage, d'autres signes, l'hypertrophie au niveau du clitoris, encore chez la femme, la voix rauque, on appelle la raucité de la voix, encore les signes de virilisation ou masculinisation chez la femme. Le syndrome des ovaires polykystiques est bénigne et peut avoir comme complication des pathologies cancéreuses. Telles que les tumeurs de surrénal, telles que les tumeurs des ovaires, les tumeurs malignes ou les tumeurs bénignes. Donc, ce qui fait qu'il faut faire la part des choses pour savoir. Mais la principale complication chez les femmes en activité, c'est l'infertilité. C'est pourquoi nous prévoyons le dépistage au cours de notre programme et également le suivi, car comme vous l'avez vu avec le médecin, il s'agit d'une maladie avec de lourdes conséquences physiques. Donc nous prévoyons que les personnes qui vont être testées puissent rencontrer des professionnels de la santé tels que des psychologues et des professionnels de la maladie pour pouvoir parler de toutes les alternatives qui s'offrent à elles. Le traitement du syndrome des ovaires polykystiques est uniquement symptomatique. Il repose sur une amélioration de l'hygiène de vie, un traitement médicamenteux et un accompagnement psychologique lorsque cela s'avère nécessaire. Le Burkinabé Zambadi dit Caterpillar a remporté la 10e édition du tournoi international de la gymnastique développée couchée. Adama Traoré nous donne plus de détails de la compétition. Le tournoi international de la gymnastique dénommé Développé couché, initié par Fangatigi, a tenu toutes ses promesses. Le poids minimum exigé pour être quand même éligible à cette compétition est de 220 kg. Ça veut dire que tous les compétiteurs que vous voyez aujourd'hui, ils peuvent pousser 220 kg sans problème. Donc l'objectif, c'est d'aller à 260. Pourquoi ne pas battre le record mondial qui est à 337 kg aujourd'hui de développé couché? Pour cette 10e édition, les athlètes sont venus du Togo, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Mali, pays hôte du tournoi. Les épreuves de série ont débuté par une charge de 180 kg à soulever. Sur les 15 athlètes, 2 ont échoué. La deuxième série a porté sur une charge de 220 kg. Là aussi, 5 ont échoué. Les vainqueurs de cette série se sont essayés sur une charge de 240 kg. Dans ce duel de titans, 4 athlètes sont sortis du lot pour les demi-finales. Il s'agit de 2 Maliens et de 2 Burkinabés, Ben et Ivo d'un côté et Volcan et Caterpillar de l'autre. À ce stade de la compétition, 2 sont tombés, un Malien et un Burkinabé. La finale a opposé Ivo le Malien au Burkinabé Caterpillar sur une charge de 260 kg. C'est à l'issue de cette série que le Burkinabé Caterpillar a été déclaré vainqueur pour la 2e année consécutive. Il s'empare du coup du gros lot d'une valeur d'1 million de francs CFA. Je pense que si j'ai remporté en tout cas cette victoire, cela ne veut pas dire que je suis fort plus que Ivo. Peut-être c'est la science qui m'a souri ce soir encore. Le 2e prix d'une valeur de 500 000 francs CFA est revenu à Ivo. Ainsi prend fin ce journal. Demain 13h, Abdul Karim Kaba et moi je vous retrouve à 20h, Inch'Allah. Bonne soirée.